Les survivants de l'incendie nucléaire, appelés la guerre du jugement dernier, vécurent que pour affronter un nouveau cauchemar, la guerre contre les machines. Prends surtout pas mal, mais tu es un Terminator, pas vrai? Oui. Il va tous tuer! Mais une fois ouvert au monde, il y a des millions d'utilisateurs potentiels. Il n'y a plus de retour en arrière possible. T'es prêt à prendre le risque de donner à une IA sophistiquée ce genre de pouvoir? Beaucoup ont du mal à comprendre notre époque. Des pains-bêches illettrés deviennent millionnaires grâce à Instagram et TikTok. Des images numériques de singes se vendent à des prix ahurissants. Une monnaie invisible apparaît et veut imposer un nouvel ordre monétaire mondial. Effectivement, le monde a changé, mais ce n'est rien comparé à ce qui est en train de se préparer. En 2022, le monde a pris un virage, et dans tous les domaines. Jamais une année n'aura connu autant de bouleversements dans ses habitudes. On n'a pas marché vers le futur, mais on a roulé à 200 km/h dans une Tesla en mode Ludicruz. Petit récap de ce qui s'est passé en 2022. Les plus grands gouvernements ont décidé d'intensifier la robotisation militaire, comme par exemple la France avec le projet Droid 2022. Une entreprise chinoise a nommé comme PDG une intelligence artificielle sous forme d'avatar. Une autre intelligence artificielle a gagné incognito un concours de peinture qui à la base était destiné aux humains, une toile confectionnée sur Midjourney, un site générateur d'images personnalisées et à la demande, apparue la même année. Une application qui mêle voix et vidéo est apparue. On tape un texte et celui-ci est lu par un avatar qu'on parierait humain. Depuis plusieurs années, nous sommes orientés, contrôlés et soumis à une intelligence artificielle invisible. Le simple fait de cliquer sur une suggestion Netflix ou YouTube revient à confirmer et à accepter une proposition faite par une machine nous ayant analysé. Depuis quelques semaines, le monde est en émoi face à une chose que l'on a fantasmée et qui est aujourd'hui réelle et surtout visible et interactive. Depuis des décennies, on rêve d'échanger avec des machines savantes, le cinéma nous ayant mis l'eau à la bouche. De HAL le robot dans 2001 l'Odyssée de l'espace à TARS dans Interstellar, en passant par K2000, Terminator ou Code Lysa. En 2015, Elon Musk et Sam Altman s'associent et investissent 1 milliard pour créer OpenAI, un laboratoire de recherche pour développer une intelligence artificielle générale avant que des personnes malveillantes ne le fassent. L'objectif est que cela puisse bénéficier à l'humanité et non la desservir. C'est dans votre nature de vous détruire vous-même. Si je t'ai tué! Ouais. Non, tu vas... OpenAI se met à développer l'apprentissage par renforcement. Explication. Les meilleurs joueurs d'échecs ou de Go sont des machines contrôlées par une intelligence artificielle qui va analyser une situation ou un problème et agir. Le champion sud-coréen s'est fait surprendre dès le début par les algorithmes de l'ordinateur. Si elle échoue dans l'action ou la résolution, elle va enregistrer et ajuster des paramètres pour ne plus reproduire la même erreur et agir différemment jusqu'à trouver la solution et l'enregistrer. En clair, plus on l'utilise, et plus elle apprend, et plus elle devient intelligente et infaillible. Est-ce que tu peux apprendre des trucs pas programmés chez toi? Mon UPC est un neuroprocesseur, un ordinateur à apprendre. Plus j'ai de contact avec les humains, et plus j'apprends. Mais OpenAI ne s'est pas arrêté là. Les ingénieurs y ont associé une architecture de type Transformer, qui peut générer du texte, une invention de Google en 2017. L'association de ces deux technologies donne naissance à ChatGPT. GPT pour Generative Pre-Training. Une intelligence artificielle entraînée qui a enregistré tout le contenu web et qui génère du texte. J'ai des fichiers très détaillés. Depuis quelques semaines, cette intelligence artificielle est disponible en open source, en libre accès pour tout le monde et gratuitement. Et comment dire? Une chose est certaine, il y a eu un monde avant et il y aura un monde après ChatGPT. ChatGPT est une révolution pour beaucoup. C'est la révolution ultime depuis l'arrivée d'Internet. Extrapolation, exagération, à vous de juger. Une page simpliste, un chat et l'accès à toute la connaissance disponible dans le cerveau d'une machine hyper entraînée.
On pose une question et la réponse est instantanée. Par exemple, si on lui demande pourquoi est-ce que le ciel est bleu. Le ciel est bleu en raison de la diffusion de la lumière solaire par les molécules d'air dans l'atmosphère. La lumière blanche du soleil contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais lorsque cette lumière traverse l'atmosphère terrestre, elle est dispersée dans toutes les directions par les molécules d'air et les particules en suspension. Cette dispersion est plus importante pour les couleurs de longueur d'onde plus courtes, comme le bleu et le violet, ce qui fait que le ciel apparaît généralement bleu à nos yeux. On peut tout lui demander par le biais d'une question et démarrer un échange et une conversation plus approfondie. La première chose qui m'est venue à l'esprit en utilisant ChatGPT, c'était de lui demander de m'expliquer un film que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Explique-moi le film Interstellar comme si j'étais un enfant de 8 ans. Interstellar est un film qui parle de gens qui voyagent dans l'espace pour trouver une nouvelle maison pour les gens sur Terre. Il y a un papa qui est pilote de l'espace et il part dans une grande aventure pour sauver sa famille et les autres personnes sur Terre. Il rencontre des amis et des ennemis dans l'espace et ils doivent faire face à des défis difficiles pour réussir leur mission. C'est un film plein d'aventures et de découvertes qui montre à quel point l'espace est grand et étonnant. Je demande à ChatGPT de m'en parler plus précisément. Interstellar est un film de science-fiction qui suit l'histoire d'un pilote de l'espace nommé Cooper et son équipe, qui embarque dans une mission pour sauver l'humanité en trouvant une nouvelle planète habitable car notre planète Terre est en train de devenir inhabitable. Ils voyagent à travers un trou de verre qui leur permet de voyager à travers l'espace à des vitesses incroyables et ils rencontrent des obstacles et des défis sur leur chemin. Ils découvrent des choses surprenantes sur l'univers comme des planètes étranges et des intelligences extraterrestres. Le film montre également tout un film avec des scènes d'action et des découvertes incroyables qui plaira aux enfants qui aiment les histoires d'aventure et les découvertes de l'espace. Je continue la conversation avec ChatGPT et je lui demande de m'en parler plus scientifiquement. Interstellar est un film de science-fiction qui utilise des concepts scientifiques réels pour construire son intrigue. Il s'inspire de la physique moderne, notamment de la relativité générale d'Albert Einstein. Je lui demande ensuite s'il existe d'autres films qui parlent de relativité, et il me fait une liste de plusieurs films qu'il me conseille de voir tout en détaillant le rôle de la relativité dans chacun des films. Pour finir, je lui demande de me faire un résumé de tout ça en 2000 mots. Et voilà en 5 minutes, une dissertation sur la théorie de la relativité dans le cinéma. Une dissertation unique, créée de toutes pièces à la demande et libre de droit. ChatGPT comprend 100% de la demande, s'adapte, résume, complète et s'exécute, et sur tous les sujets. Générer des publications pour les réseaux sociaux, courrier de prospection, mail en tout genre, annonces de recrutement, tableau de compte de résultats, fabriquer du code en Python, Java et HTML, les possibilités sont dingues et infinies et avec une justesse textuelle et grammaticale affolante. Pas la moindre faute d'orthographe, une encyclopédie capable de retranscrire et aussi et surtout d'inventer grâce à sa mémoire. Des chansons, des poèmes, des discours, des scénarios, des romans. Je lui ai demandé d'inventer un texte complètement farfelu et anachronique sur les crypto-monnaies avec le style de Charles Baudelaire. Je suis resté sans voix. Les crypto-monnaies virtuelles, au visage anonyme, invisible à l'œil. Elles s'échangent sur les réseaux obscurs et font tourner la tête de nos cerveaux fous. L'argent classique est dépassé, démodé car les crypto-devises ont pris le pouvoir. Elles ont révolutionné notre économie. Et ont changé nos vies pour toujours. Avec des algorithmes complexes et secrets, elles sont sûres et inviolables. Leur valeur est volatile comme nos vies et leur éclat attire comme les flammes des enfers. Les crypto-monnaies sont comme des chimères, elles peuvent rendre riches ou ruiner. Elles sont l'incarnation de nos désirs et notre addiction à l'argent et au pouvoir. Les crypto-monnaies d'un futur incertain sont les symboles d'une époque moderne. Elles fascinent et effraient tout en même temps et nous laissent perplexes sans savoir comment agir. Elles sont notre miroir, reflet de notre soif, notre quête effrénée de la richesse. Les crypto-monnaies sont notre passion, notre ultime tentation, notre promesse d'abondance. Une partie de la planète est subjuguée et une autre en PLS. Il va tous nous tuer! Copywriter, community manager, développeur web, avocat, journaliste, professeur.
en ligne depuis juste quelques semaines et déjà 50% des copies rendues par des élèves d'université ont été écrites par ChatGPT. Les cybercriminels ont mis la main dessus et se sont empressés de développer de nouvelles arnaques. Et Google a décrété un code rouge et une alerte générale face à la menace ChatGPT. ChatGPT est la nouvelle trend. Des centaines de vidéos apparaissent sur YouTube chaque jour pour expliquer ce que c'est, comment utiliser, comment la monnayer et surtout comment y survivre. Il y a une question que je me pose depuis plusieurs années. Le cinéma devine-t-il les créations futures ou s'inspire-t-on du cinéma pour créer le futur? J'ai peut-être l'air stupide, mais des êtres comme ça n'existe pas encore. C'est vrai. Pas avant 40 ans. Il suffit aujourd'hui d'un simple assemblage des intelligences artificielles existantes pour créer une chimère. Connaissance, capacité d'apprendre et de se développer, résolution de problèmes, prise de décision, création, exécution. Exécution, un mot qui a plusieurs sens. Avec tout ce que raconte ce type, seul public vais faire fortune. Il ne se trompe jamais. Impossible de prouver le contraire de ce qu'il avance. La plupart des paranoïaques sont faciles à déceler, mais ce type est unique. Bon, je viens de remarquer un truc assez dingue sur le discours de Cron. Donc là, il fait son discours. Faut savoir qu'il porte une FP jaune, ça vaut 80 000 balles. Là, il l'a tapé sur la bleute, il a pas kiffé. Donc il la retire en scred. Il retire la drame et il va la donner à un Babs en scred, tu vois. Il la pose en scred et là il a plus de montre. Il s'est dit c'est peut-être pas terrible d'avoir une montre à 80 000 devant des 100 ans. Il y a les blocages, et les blocages, il faut pouvoir les lever quand ils empêchent l'activité normale. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'essayer au maximum de négocier et ensuite de réquisitionner. Ce que nous avons pu faire sur les ordures ménagères par exemple dans certaines grandes villes. Quelle est maintenant la route qui est devant nous ? Eh bien, il faut pouvoir conforter ce vote positif des sénateurs hier soir. Il y aura une étape importante ce mercredi, puisqu'il y aura ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Là, on est quand même dans une commission paritaire qui est surréaliste. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement contents d'eux, ils se félicitent mutuellement. À savoir qu'il y aura des députés, des sénateurs, de la majorité présidentielle et des oppositions qui seront réunis et qui vont chercher ensemble un consensus sur la base du texte qui a été adopté hier. Tout le monde a compris que c'est un truc à huis clos, préparé en amont, ils se sont déjà mis d'accord. On a un film qui nous est déroulé pendant toute la journée, mais la fin du film est déjà connue à l'avance en réalité. Nous ne voulons pas de 49.3. Madame la ministre, je vois aussi que le président Macron tente un passage en force avec son 49.3 et il tente de casser le mouvement par la répression, par les coups de matraque. Par la brave qui vient pour matraquer tous les travailleurs. Une répression contre tous les travailleurs. Et qu'est-ce que j'entends du gouvernement belge? On ne me dit rien. On ne me dit rien. On ne me dit rien. Donc dans tous les coins du monde, on va condamner la répression. Mais quand il s'agit de ses amis politiques, on se tait. Bien sûr, je demande ici officiellement au gouvernement belge de condamner la répression de l'État français contre les travailleurs français.
Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites et nous nous sommes donné les moyens de le faire en faisant évoluer progressivement notre projet. Ce que peut vous dire BFM TV ce soir, c'est qu'à l'occasion de cette réunion à l'Elysée, avec donc Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et Franck Riester, le ministre chargé des relations avec le Parlement, Emmanuel Macron a très clairement fait planer la menace d'une dissolution en cas de vote négatif demain. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française en 2017, on a l'impression de passer beaucoup de temps à répéter qu'il ment effrontément et que les membres du gouvernement mentent aussi. L'explication est assez simple, c'est pas une impression. On passe réellement beaucoup de temps à le répéter pour la simple et bonne raison que depuis son élection à la présidence de la République française en 2017, Emmanuel Macron ment effectivement effrontément et que les membres du gouvernement mentent aussi. Il est par conséquent difficile, pour ne pas dire impossible, de commenter leur interminable règne sans redire et redire encore, inlassablement, à chaque fois qu'ils nous racontent de nouvelles craques, que les macronistes sont des menteurs compulsifs. Olivier, je veux aussi de vous-même. Vous étiez invité le 11 janvier ici à cette place-là. Ouais. Salia Bracléa vous demande le minimum de pension de combien va-t-il être augmenté. Vous répondez, il va être augmenté en moyenne de 100 € par mois. Et là, le chiffre est impressionnant, dites-vous. Quand je disais tout à l'heure, et c'est vous qui parlez, que le seul risque que prenaient les retraités, c'est d'avoir leur pension actuelle augmentée, c'est ça. C'est donc pas un risque, c'est une chance. 2 millions de retraités actuels qui ont une retraite qui est inférieure à 1 200 € verront leur retraite majorée à 1 200 € brut par mois. Vous venez de dire le contraire à l'instant. Et de plus en plus, comme nous le constatons désormais jour après jour, des insulteurs professionnels. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Enfin, monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? Notre pays vient de traverser la crise Covid. Nous en sortons usés, fatigués, exaspérés. Derrière, nous plongeons dans la guerre en Ukraine, avec l'essence à plus de 2 €, avec les factures d'énergie qui bondissent. Dans ce tunnel, quelle lumière allumez-vous pour les Français? Aucune. Je sais les interrogations et les inquiétudes que cette réforme soulève. J'ai conscience de l'effort qu'elle demande à bon nombre de nos compatriotes. À toutes les Véroniques qui ont tenu le pays debout, aux infirmières, aux caissières, aux manutentionnaires, à cette France qui se lève tôt et qui va au boulot, qu'offrez-vous? 2 ans, 2 ans ferme, formidable ambition. Vous faites pitié. Je parle avec nos concitoyens de leurs doutes, de leurs inquiétudes, de leurs espoirs. Personne sur ces bancs n'a le monopole pour parler au nom du peuple et j'ai bien conscience de l'état d'esprit de notre pays. Conscient des inégalités que vous aggravez, vous avez tenté d'atténuer l'injustice de votre projet en introduisant des mesures cache-misère mal calibrées, quitte à aboutir à des usines à gaz. La mesure sur les carrières longues annoncée par Elisabeth Borne, personne n'y comprend plus rien, et même avec le beau tableau de BFM. C'est simple, hein. Oulala. Non mais écoutez, c'est terrible. Non mais, oui, non mais je suis d'accord, on comprend pas grand-chose. J'ai dit que moi, ce que je souhaite, c'est que les générations, que les jeunes aient une retraite. Je ne dis pas quelle modalité, je ne reviens pas sur les modalités, je n'en sais rien. Le seul truc qu'on comprend, c'est qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond. Résultat, chaque modification de ce texte très technique le rend encore plus cryptique et les Français sont très méfiants. 73% des Français interrogés considèrent que le gouvernement n'a été ni clair ni transparent sur le contenu de la réforme. La promesse de pension minimum à 1 200 € pour tous n'est qu'une illusion, voire un mensonge révélé par l'obstination de plusieurs de nos collègues à demander la vérité. Après nous avoir dit qu'ils n'avaient aucun compte à nous rendre, le ministre a reconnu que la mesure ne toucherait pas 200 000 bénéficiaires, mais entre 10 000 et 20 000 personnes chaque année. Il est par conséquent difficile, pour ne pas dire impossible, de commenter leur interminable règne sans redire et redire encore, inlassablement, à chaque fois qu'ils nous racontent de nouvelles craques,
que les macronistes sont des menteurs compulsifs. Autre tour de passe-passe, celle de faire croire que nos concitoyens qui ont commencé à travailler avant 21 ans ne cotiseraient jamais plus de 43 ans. Tout ceci est faux. C'est ma marque de fabrique, j'ai toujours dit la vérité aux gens. Vous le savez, au fond de vous, le recul de l'âge légal de 62 à 64 ans cristallise en réalité toutes les injustices. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Une réforme indispensable et vitale pour préserver le système, a dit Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres. Hier, Elisabeth Borne a annoncé le recul de l'âge légal de départ à 64 ans en 2030. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. On pourrait ainsi prendre une à une chaque déclaration faite par Emmanuel Macron depuis le début de son règne et démontrer qu'elle était presque toujours mensongère. La vérité, elle est là et vous ne pouvez pas la contester. La vérité, c'est que oui, la justice est d'abord de faire en sorte que cette réforme soit adoptée parce que ceux qui vont trinquer, ceux qui trinqueraient en premier, ce sont les plus fragiles de notre pays. Les 17,7 milliards d'euros d'économies attendues sont essentiellement portés par les plus modestes. Ils portent sur ceux qui auront à travailler plus sans voir leur pension progresser, sur ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui exercent souvent des emplois pénibles, précaires, ceux qui ont des carrières hachées et donc principalement les femmes. Je dis simplement, quand on est élu face à l'extrême droite, il est évident qu'on vote pour vous des gens qui ont d'autres visions du social. Et on ne peut pas juste dire, ben voilà, c'est mon programme, je remonte l'âge légal à 64 ans et c'est terminé et vous étiez au courant. On n'a pas appelé monsieur Berger pendant un mois, pas plus que monsieur Martinez. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable, il n'y a pas de dialogue social. Qu'est-ce qui se passe à Renaissance, bon sang? Mais faites votre boulot, quoi. Enfin, c'est pas possible de gouverner comme ça dans un pays qui souffre et qui a aussi donné beaucoup. Les travailleurs pendant le Covid, il y a quelque chose qui ne va pas quand même dans le mode de fonctionnement alors que vous êtes au pouvoir. Il y a une alternative qui s'est dessinée à l'occasion de ces débats parlementaires. C'est celle de financer notre système de retraite en augmentant les impôts. C'est ce qu'a proposé l'opposition de gauche. Ils ont proposé d'augmenter la CSG pour les retraités à partir de 1 600 € par mois. Ils ont proposé de surtaxer les heures supplémentaires. Il y a un Français sur deux, un salarié sur deux qui fait des heures supplémentaires. Cela serait injuste selon Gabriel Attal, qui essaie donc, pour mieux occulter les cruautés de son gouvernement, d'imputer à la gauche des vilainies imaginaires. Matraquage fiscal. Car en fait d'impôts supplémentaires, cette gauche suggère surtout, pour le cas où il faudrait vraiment trouver de quoi combler un très hypothétique déficit des retraites de 12 milliards d'euros en 2027, d'augmenter de quelques tout petits pourcents la taxation du capital, auquel les macronistes, depuis 2017, n'ont cessé d'offrir de somptueux cadeaux fiscaux. Emmanuel Macron est un pur produit de la finance. Vous n'allez pas me faire croire que c'est un socialiste repenti et qui s'est converti à l'économie libérale. Il arrive de là et il continue à les servir. Tout le monde le sait très bien, à quoi ça sert de le cacher? Non, tout le monde le sait très bien, c'est pas un argument ça, c'est un procès d'intention. C'est un procès d'intention, eh bien c'est un procès d'intention. Votre politique, vous la menez pour qui? Pour les salariés français ou pour les fonds de pension anglo-saxons? Vous faites pitié. Si on regarde toutes les décisions qu'il a prises depuis qu'il est président, ça a été dans l'intérêt de ceux avec qui il travaillait à l'époque. Voilà, je le dis, c'est un procès d'intention. En attendant, c'est les travailleurs qui vont devoir aller 2 ans de plus au boulot et on est en train, je le redis, de démonter le pays pour faire plaisir à ces gens-là. 90% des Français, 88% pour être précis, pensent que nos gouvernants prennent de mauvaises décisions. C'est-à-dire des décisions qui sont contraires aux intérêts du peuple. Et la moitié des Français, pardon, je termine là-dessus, pensent que c'est volontaire, que c'est à dessein, qu'il n'y a pas seulement une faillite ou une défaillance des élites, il y a une trahison des élites. Au service de qui êtes-vous? Je pense que j'ai jamais été, moi, j'ai jamais été ça. Je sais d'où je viens. Je viens d'une famille à Amiens, justement, de médecins hospitaliers, une grand-mère enseignante, et donc je sais d'où je viens et quelles sont mes valeurs. Mes valeurs ne sont pas celles d'un président des riches. On parle de quelqu'un qui a osé déclarer qu'il n'était pas du tout le président des riches, au moment précis où il diminuait le montant de l'aide personnalisée au logement et supprimait l'impôt de solidarité sur la fortune, et qui ne cesse depuis de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Le jour où vous présentiez cette réforme en Conseil des ministres, le même jour, le 10 janvier, le journal patronal Les Échos titrait « Dividende record pour le CAC 40 en 2022, 80 milliards d'euros ». Du jamais vu, jamais connu, là encore, record de tous les temps. Et les 2 tiers de ces dividendes, les 2 tiers de ces 80 milliards ne vont pas aux 10% les plus riches, ne vont pas aux 1% les plus riches, mais vont aux 0,1% les plus riches. À eux, vous ne toucherez pas.
Mais vous toucherez à Marivonne, femme de ménage, des bandages aux poignets et qui prend 2 ans de plus. Et oui, cette réforme, en effet, elle demande du courage parce que demander des efforts aux Français, c'est toujours plus difficile que de dire que demain on rase gratis avec de l'argent qu'on n'a pas et avec des efforts qu'on ne demande pas. Le chef de l'État et ses ministres semblent avoir perdu tout contact avec la réalité. Ou peut-être est-ce simplement que leur mépris du peuple a cru dans de telles proportions qu'ils se sentent désormais autorisés à ne plus tenir aucun compte des faits et qu'ils considèrent qu'ils peuvent impunément imposer une réforme qui va contraindre des millions de salariés pauvres à travailler plus pour ne pas gagner plus, en expliquant très sérieusement aux futures victimes de cette exaction que c'est pour leur bien qu'elle leur est infligée. La conviction la plus profonde, c'est que cette réforme des retraites, elle est nécessaire pour notre pays. Car bien sûr, dans la vraie vie, rien, à part l'obsession maladive d'un président ivre d'orgueil, n'oblige le gouvernement à aller au bout d'une réforme dont plus de 70% des Français et plus de 90% des actifs ne veulent absolument pas. Aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi il faudrait utiliser le 49.3. Le 49.3, c'est pas un outil qu'on est en train de réfléchir, de discuter, qu'on aurait dans la poche, prêt à dégainer. La parole est à Madame la Première ministre. À ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez ? Je ressens beaucoup de tristesse pour l'Assemblée nationale. Après des décennies d'agression, après 6 ans de macronisme forcené, le désir de tout bousculer monte dans le pays, qui commence à en avoir soupé de demander poliment, qui commence à en avoir soupé des bonnes manières. Et je le dis tranquillement et sans passion, conscient des enjeux, si le gouvernement passe par le 49.3, il n'y aura plus de règles. Puisqu'il ne respecte pas, lui, les règles de la démocratie, il n'y aura plus de règles. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2021. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. On pourrait ainsi prendre une à une chaque déclaration faite par Emmanuel Macron depuis le début de son règne et démontrer qu'elle était presque toujours mensongère. On parle quand même ici de quelqu'un qui avait promis de faire barrage aux idées de l'extrême droite, mais qui depuis 6 ans ne cesse au contraire de lui adresser d'incessants signes de connivence. Le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. On parle de quelqu'un qui a osé déclarer qu'il n'était pas du tout le président des riches, au moment précis où il diminuait le montant de l'aide personnalisée au logement et supprimait l'impôt de solidarité sur la fortune, et qui ne cesse depuis de prendre aux pauvres pour donner aux riches, etc., etc., etc. Je pense que j'ai jamais été, j'ai jamais été ça. Je sais d'où je viens. Je viens d'une famille à Amiens, justement, de médecins hospitaliers, une grand-mère enseignante, et donc je sais d'où je viens et quelles sont mes valeurs. Mes valeurs ne sont pas celles d'un président des riches. Bien sûr, le mensonge en politique politicienne n'est pas exactement nouveau. Avant Macron, d'autres l'ont pratiqué avec beaucoup d'application et de détermination,
à commencer par les socialistes, qui avaient promis avant l'élection de François Mitterrand de changer la vie, mais qui ont plutôt changé d'avis immédiatement après son élection. Mais avec les macronistes, c'est autre chose. Avec eux, nous sommes entrés dans une toute autre dimension. Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension, qui ne se conçoit pas seulement en termes d'espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. La 4e dimension. Pour Macron et les membres du gouvernement et de la majorité, en effet, le mensonge n'est plus seulement une composante parmi d'autres du discours politicien. Il est depuis bientôt 6 ans un mode de gouvernement à part entière, en même temps que la marque de leur ahurissante arrogance et du gigantesque mépris que leur inspire la population française. Car il ne faut pas s'y tromper, quand ces gens ne prennent même plus la peine d'essayer de faire preuve d'un minimum de véritable pédagogie gouvernementale et se contentent, pour conduire leurs affaires, d'aligner les bobards les plus énormes, ils n'essaient pas seulement de nous faire avaler des contre-vérités dont ils savent évidemment que nous les identifions pour qu'elles sont. Ils nous signifient aussi et surtout qu'ils nous prennent pour des imbéciles, précisément parce qu'ils continuent à nous mentir alors même qu'ils savent que nous sommes parfaitement conscients qu'ils nous montent des bateaux, que nous ne sommes pas dupes de leur tromperie. En somme, leurs mensonges sont des insultes directes et répétées à notre intelligence. La mesure sur les carrières longues annoncée par Elisabeth Borne, personne n'y comprend plus rien, et même avec le beau tableau de BFM. C'est simple, hein. Oula. Non mais écoutez, c'est terrible. Non mais, oui, non mais je suis d'accord, on comprend pas grand-chose. Le seul truc qu'on comprend, c'est qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond. Résultat, chaque modification de ce texte très technique le rend encore plus cryptique, et les Français sont très méfiants. 73% des Français interrogés considèrent que le gouvernement n'a été ni clair, ni transparent sur le contenu de la réforme. Et depuis que ce peuple qu'ils dédaignent si fort leur remontre sondage après sondage qu'il ne veut décidément pas de leur misérable réforme des retraites, ces injures sont devenues quotidiennes et chaque fois plus extravagantes, comme nous venons encore de le constater au cours des derniers jours. Comme toujours, l'exemple de la réécriture de la réalité et du mépris absolu est venu du plus haut sommet de l'État. La semaine dernière, Emmanuel Macron a ainsi lâché, avec son insolence habituelle, une nouvelle bordée de contre-vérités particulièrement ahurissante. Il a d'abord expliqué dans une lettre adressée aux syndicats, qui lui avait écrit pour regretter une nouvelle fois qu'ils ne répondent pas aux mobilisations massives contre la réforme des retraites, qu'il ne sous-estimait ni le mécontentement populaire dont ces organisations syndicales se font le porte-parole, ni les angoisses exprimées par de nombreux Français inquiets de ne jamais avoir de retraite. Il a ajouté que le gouvernement était comme toujours à leur écoute pour avancer dans le dialogue, mais que la réforme était nécessaire et d'autant plus légitime qu'elle avait été, je cite, au cœur de la campagne présidentielle de 2022. Puis il a déclaré, lors d'un échange avec des journalistes, qu'il y avait eu autour de cette réforme un temps de négociation syndicale, puis un temps de travail de l'exécutif, puis enfin le temps parlementaire à l'Assemblée, et puis maintenant au Sénat, et qu'il souhaitait quant à lui respecter ce temps parlementaire. Là, c'est très simple, tout est faux. Quelle indignité. Contrairement à ce que prétend Emmanuel Macron, il nie complètement le mécontentement et les angoisses des Français, puisqu'alors même qu'ils sont une écrasante majorité à lui redire semaine après semaine et sondage après sondage qu'ils ne veulent pas d'une réforme profondément inique, il s'obstine quant à lui à répéter qu'il est déterminé à la mener jusqu'à son terme. Contrairement à ce qu'il prétend, le gouvernement n'est bien sûr pas à l'écoute des syndicats, c'est même précisément pour se plaindre de ce refus de les entendre qu'ils lui ont écrit. Contrairement à ce qu'il prétend, mais il est vrai qu'il aurait tort de se gêner puisque jamais les journalistes qui recueillent ses propos ne lui font immédiatement remarquer qu'ils sont faux et mensongers, la réforme des retraites n'a pas du tout été au cœur de la dernière campagne présidentielle. Enfin, contrairement à ce qu'il prétend, Macron, loin de respecter le temps parlementaire nécessaire au débat sur cette réforme, a tout fait au contraire pour empêcher ce débat, en limitant drastiquement sa durée à l'Assemblée nationale, puis en imposant un vote bloqué au Sénat. Chacune des phrases écrites et prononcées la semaine dernière par Emmanuel Macron était donc inexacte. C'est une assez remarquable performance, même pour lui. Un champion du monde. Mais ces prouesses sont autant d'incitations pour les membres du gouvernement et de la majorité qui semblent eux aussi s'être lancés depuis quelques jours dans ce qui ressemble d'assez près à une course au mensonge le plus grossier. Le 5 mars, on se le rappelle, l'excellent Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui a dû lire attentivement 1984, ce roman de George Orwell dans lequel un pouvoir totalitaire modifie le sens des mots pour réécrire la réalité, expliquait sans rire que la réforme des retraites, qui n'est soutenue que par la droite dite républicaine, était une réforme de gauche. Le 12 mars, Olivier Véran, ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement, aiguillonné par tant d'audace, a quant à lui déclaré « Nous devons aller au bout de notre réforme des retraites
Il en va de l'avenir de notre modèle social. Une phrase, deux énormes bobards. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment. Car bien sûr, dans la vraie vie, rien, à part l'obsession maladive d'un président ivre d'orgueil, n'oblige le gouvernement à aller au bout d'une réforme dont plus de 70% des Français et plus de 90% des actifs ne veulent absolument pas. Et bien sûr, et contrairement là encore à ce que soutient Olivier Véran, cette réforme ne protège pas du tout l'avenir de notre modèle social, elle contribue au contraire, après tant d'autres, à le défaire encore un peu plus. D'autres membres du gouvernement tiennent, semble-t-il, à montrer qu'ils savent aussi mentir par omission. C'est ce que fait Gabriel Attal, ministre délégué au compte public, lorsqu'il proclame que dans le débat parlementaire, l'alternative à la réforme proposée par la gauche consiste à augmenter les impôts en proposant de la CSG en plus sur les retraites à partir de 1 600 € de pension et des taxes sur les heures supplémentaires. Il y a une alternative qui s'est dessinée à l'occasion de ces débats parlementaires. C'est celle de financer notre système de retraite en augmentant les impôts. C'est ce qu'a proposé l'opposition de gauche. Ils ont proposé d'augmenter la CSG pour les retraités à partir de 1 600 € par mois. Ils ont proposé de surtaxer les heures supplémentaires. Il y a un Français sur deux, un salarié sur deux qui fait des heures supplémentaires. Cela serait injuste selon Gabriel Attal, qui essaie donc, pour mieux occulter les cruautés de son gouvernement, d'imputer à la gauche des vilainies imaginaires. Car en fait, d'impôts supplémentaires, cette gauche suggère surtout, pour le cas où il faudrait vraiment trouver de quoi combler un très hypothétique déficit des retraites de 12 milliards d'euros en 2027, d'augmenter de quelques tout petits pourcents la taxation du capital, auquel les macronistes, depuis 2017, n'ont cessé d'offrir de somptueux cadeaux fiscaux. Quand on voit que le même jour, il y a Elisabeth Borne qui annonce la réforme des retraites, et dans les échos de mon ami Bernard Arnault, on trouve en page 27, dividende record pour les 440, 80 milliards d'euros. Donc en tout cas, il y a une somme d'endroits où on peut aller chercher de l'argent. Mais le chef de l'État et ses ministres semblent avoir perdu tout contact avec la réalité. Ou peut-être est-ce simplement que leur mépris du peuple a cru dans de telles proportions qu'ils se sentent désormais autorisés à ne plus tenir aucun compte des faits et qu'ils considèrent qu'ils peuvent impunément imposer une réforme qui va contraindre des millions de salariés pauvres à travailler plus pour ne pas gagner plus, en expliquant très sérieusement aux futures victimes de cette exaction que c'est pour leur bien qu'elle leur est infligée. Dans la belle manif parisienne du samedi 11 mars, qui a de nouveau réuni 300 000 personnes, un jeune membre du dynamique cortège de tête a brièvement quitté le défilé pour écrire sur un mur « Qui sème la pauvreté récolte des enragés ». C'est très finement observé. You're dead. Oh my God. You are dead. No.